Donc, je vais vous faire une presse aujourd'hui sur le DevSecOps. Alors, le DevSecOps, en fait, c'est le DevOps, mais avec la sécurité au cœur de tous les déploiements que vous allez pouvoir faire. C'est plus une presse qui est portée sur qu'est-ce que concrètement on peut mettre en œuvre pour intégrer la sécurité au cœur de tous les déploiements. Et aussi bien que ce soit au niveau du dev qu'au niveau du réseau. Alors juste, petite partie sur Squad. Donc, Squad, c'est une SS2I qui a maintenant 8-9 ans, avec plusieurs agences en France. Il y a presque 600 consultants aujourd'hui, donc avec un chiffre d'affaires qui augmente, vous voyez. On a deux expertises principales chez Squad. On en a d'autres, mais celles-là, ce sont les principales. C'est le DevOps et le DevSecOps, et la cybersécurité. Moi, je suis un peu dans les deux. Je suis le fou mouton à 5 pattes, vous savez, celui qui n'existe pas vraiment. Donc en fait, je suis un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que mon corps de métier, c'est plutôt celui-là. Et alors, pour vite fait vous expliquer qui je suis, parce que alors voilà, c'est moi. Alors pourquoi le paresseux? Parce qu'un bon informaticien est un informaticien fainéant. Je vous l'ai déjà fait, c'est énorme. Je vais faire juste deux slides pour vous expliquer un petit truc intéressant. C'est que avant, c'est toujours le cas aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, mais avant, en fait, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on avait besoin d'un service, on regroupait l'ensemble des services nécessaires pour la fonctionnalité au sein d'une même machine. Et si on avait besoin des problèmes de scalabilité, notamment pour avoir plus de perf, on dupliquait la machine X fois. Mais en fait, c'est pas très intelligent parce que si jamais on a un problème de stockage et qu'on duplique toute la machine, ça veut dire qu'on duplique des trucs qui n'ont pas besoin d'être dupliqués. Si on a un problème de taille de base de données, c'est pareil, on va dupliquer tout le reste alors qu'en fait la base de données c'était le seul truc qui nous intéressait. Donc, à partir de là, il y a eu de nouvelles choses qui sont arrivées, et notamment ce qu'on appelle le découpage en microservices. Le découpage en microservices, c'est tout simplement plutôt que de voir la machine comme un ensemble, on voit chaque service comme une espèce de sous-machine, si on veut. Donc, il y a par exemple le stockage, il y a par exemple toute la partie hébergement de site web, il y a la partie sécurité, donc tout ce qui est règles bêta, firewalling, SE Linux pour ceux qui sont plutôt CentOS, etc. Et toute la partie DB, donc base de données. Si j'ai plusieurs serveurs qui ne sont pas, au niveau capacitaire, qui ne sont pas les mêmes, ça va servir à rien que je mette à chaque fois les 4 trucs sur chaque serveur. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir rajouter des microservices au fur et à mesure comme mon système évolue. Si j'ai de plus en plus de clients, eh bien, je vais pouvoir par exemple augmenter le nombre de serveurs web qu'il y a derrière pour pouvoir absorber la charge. Si jamais c'est un problème de base de données parce que j'ai plus de data que ce que j'avais prévu, il suffit simplement que je duplique la partie base de données et que je la déploie sur mes serveurs. C'est ça en fait le découpage en microservices. J'ose espérer que quand vous allez être diplômé, il n'y aura quasiment plus de déploiement en VM. Un conteneur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que si jamais vous avez jamais vu ce que c'est qu'un conteneur, ça peut paraître un peu abstrait. Donc vous avez une VM avec votre machine, le hardware. Okay. Vous avez un hyperviseur par-dessus. Et ensuite vous avez plusieurs machines virtuelles par-dessus. Okay, avec des OS qui sont complètement émulés. Donc au niveau des applications, on va avoir des applications qui sont hébergées sur des OS. Au niveau du conteneur, comment ça se passe? C'est que vous avez toujours votre hardware, votre système d'exploitation, et après par-dessus, vous allez avoir un moteur qui va gérer les conteneurs. Ce qui fait qu'en fait, vous zappez toute cette couche-là. Donc toute la partie OS, et c'est ce qui consomme le plus de ressources. Au niveau des conteneurs, il y a 3 grands acteurs aujourd'hui. Il y a Docker, évidemment, je pense que vous connaissez tous. Il y a Kubernetes. Alors, attention, je vais préciser parce que Kubernetes n'est pas vraiment un système de conteneurs, c'est plus un système d'orchestration de conteneurs. Mais je l'ai mis dedans parce que je trouvais ça pertinent. Et sur Amazon, il y a le service ECS, qui fait partie de ceux les plus utilisés. Maintenant, on va parler plus de DevSecOps en tant que tel. Vous allez entendre, voir ou lire ces phrases-là. Donc vous allez voir que Docker est un système sécurisé par défaut. Vous allez voir que si on utilise des conteneurs,
La sécurité, on s'en fiche. Pas besoin d'ajouter de la sécurité à un système qui est déjà conçu comme sécurisé, comme Docker. Ça est égal bullshit. Ça, c'est faux. Tout ça est complètement fou. Et vous allez l'entendre plusieurs fois, c'est sûr. Donc, je préfère vous le dire déjà. Exemple d'ineptie. Vous avez Akara. Akara, c'est une boîte de décarté, pour ceux qui connaissent. Donc, vous avez Akara qui va mettre en place du Python, une appli, hein, peu importe, on s'en fiche. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le mettre dans Docker et elle va créer un conteneur qui va contenir son application. Okay, ça, c'est la base. Donc, chez elle, ça marche. Quand elle le fait depuis, je me laisse comme ça, vous voyez, quand elle le fait depuis chez elle, ça fonctionne bien. Par contre, lorsqu'elle le passe en prod, c'est titanique le truc. Ça explose dans tous les sens, il n'y a rien qui marche. Et en plus, lorsqu'on regarde son image, Docker, elle fait 1 giga 65. C'est un vrai exemple, hein, je ne l'ai pas sorti de ma cervelle, c'est un vrai. Donc, 1 giga 65 pour une image Docker. Peut-être que vous n'avez pas encore fait de Docker, mais autant vous dire que c'est tout. C'est pas mal, quoi. Ce qui veut dire qu'en gros, elle a tout packagé à l'intérieur du Docker, y compris des services qui sont inutiles. C'est vrai, etc. Donc, quelles sont les actions qui ont été mises en place pour régler ce problème? La première des actions, c'est la formation. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de gens qui utilisent Docker au quotidien, ou presque, qui le fait sur des Docker Swarm, sur des Kubernetes, etc., qui se sentent très très chauds, hein. Mais en fait, ils ne connaissent rien à Docker. Tout ce qu'ils font, c'est juste récupérer des images sur Internet, mettre leur service, enfin leur fichier de code à l'intérieur et pousser le tout. Et puis ça marche. Donc, formation. Ensuite, élimination des services tiers. Parce que, en fait, si vous voulez, vous allez le voir aussi, normalement Docker, ça a été conçu de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul service hébergé sur votre conteneur. Normalement. Ça veut dire qu'imaginons que vous ayez un serveur web. Vous avez développé un serveur web. Ça ne va pas trop vous parler puisque vous n'êtes pas trop des devs. Si vous avez mis un serveur web, il y a des devs quand même. Donc, lorsque vous allez mettre en place un serveur web, vous allez avoir plusieurs services. Vous allez avoir le système d'exploitation. Vous allez avoir votre gestionnaire de code, si c'est du Python, si c'est du Java, si c'est du C. Et vous allez avoir aussi du service de base de données. On ne met pas tout ça dans un seul et même conteneur. C'est sale. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un conteneur, on met dedans le code, on prend un autre conteneur, on met dedans de l'Apache, par exemple, et on prend un autre conteneur et on met dedans le service de base de données. Donc, une fois qu'on a utilisé des images distroless à la place, c'est des micro-images, on est passé d'1 giga 65 à 76 mégas. Donc, en fait, dessus, il y avait du TCP dump. Il faudra qu'on m'explique à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Il y avait du TCP dump, il y avait du FTP. Pareil, inutile. Il y avait tous les services réseau du style les pings, les machins, enfin, tout ça, ça sert à rien, quoi. Et ça va prendre de la place pour rien. Donc ça, c'est un exemple typique de trucs qui sont mal mis en place. Et là, on n'a pas encore trop parlé de sécurité. La base de la méthodologie de DevOps et DevSecOps, c'est l'intégration continue. Alors ce mot-là, il veut dire plein de trucs et pas grand-chose en même temps. Surtout qu'en plus, vous allez voir plusieurs choses. Vous allez voir intégration continue, déploiement continu, vous allez voir aussi déploiement automatisé, vous allez voir intégration automatique. Tout ça, ça ne veut rien dire. En fait, le vrai terme, c'est intégration continue, puisque c'est CI. On va prendre un mec qui s'appelle Bob. Bob, lui, bon, c'est un dev, on est d'accord. Lorsqu'il va développer ces éléments, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de suivre cette espèce de cercle qu'on a. Donc avec développeur, build, testing, reporting, et ensuite il balance la release sur la prod. Enfin, voilà, ça se fait jamais comme ça. Mais dans l'idéal, ça se fait comme ça. Donc, avant, vous savez comment ça se passait avant? D'ailleurs, c'est
une bonne question. En fait, avant, le système d'intégration continue, ça se passait comme ça. Il y avait une équipe de dev, Bob, Alice, Ed, Sarah. Ils faisaient chacun des fonctionnalités du code. Un morceau, on va dire. Ils travaillaient chacun dans leur coin. Chacun avec leur méthodologie. Chacun avec leur manière de coder. Vous savez qu'on a tous une signature, on a chacun notre manière de coder. Et justement, comme disait votre collègue ici, on appelle ça le coding style ou la syntax style, ça dépend un petit peu de là où vous venez. Et une fois que tout le monde avait fait son truc, on faisait une phase d'intégration où on ramassait les codes de tout le monde et on faisait un gros paquet de tout ça. C'est, enfin, je sais pas si vous imaginez, mais c'est complexe. Hein. Parce que chacun code à sa manière, il suffit qu'il y en ait un qui code, je sais pas, de façon ultra modulaire et un autre pas du tout. Et après, il faut mettre tout ça ensemble, c'est compliqué. Très très compliqué. Donc, ça c'était avant. Et je le vois encore de temps en temps. Rarement, heureusement, mais je le vois encore. Donc au niveau des outils d'intégration continue, il y en a deux principaux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais les deux principaux, c'est Jenkins et c'est l'outil CI/CD de GitLab. Alors, en fait, lui, il est en train de mourir. Ouais, vous vous dites, il y en a partout, c'est faux. Je vous dis, il est en train de mourir petit à petit. Parce qu'il y a un paquet de gens qui ne participent plus au maintien du code de Jenkins. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Moi, j'espère qu'il va me faire mentir le truc. Ce qui commence à rentrer pas mal dans les mœurs, c'est plutôt le CI de GitLab. Le truc, c'est que pour faire de l'intégration continue, il faut avoir des repos. Parce que votre code, vous n'allez pas le garder sur votre machine. Là, ce matin, j'ai pas le droit de vous dire, mais ce matin, j'étais chez un client. Et lui, leur dev, ils faisaient tout en local. Hein. Il n'y avait pas de dépôt commun. Et c'est pas la PME du coin. Donc, vous avez Artifactory. Est-ce qu'il y en a qui ont Artifactory dans leur boîte? Ouais, quelques-uns quand même. SVN. Non, sérieux, il y en a toujours en général. Bon, il y a GitLab et GitHub, évidemment. À votre avis, lequel je préfère? GitLab. Pourquoi? Auto-hébergé. Comment? On a la possibilité de l'auto-héberger. Ouais, tout à fait. Ouais, et alors, pourquoi est-ce que GitHub il me plaît moins? C'est d'être mon côté libriste, hein, je sais pas. Disons que quand il y a Microsoft derrière, ça me plaît moins que si jamais ce système-là peut être entièrement hébergé chez moi. A priori, ça reste quand même assez libre, même s'il y a une version payante. Les commandements du développeur. Alors même si vous n'êtes pas dev, si jamais un jour vous travaillez dans une entreprise où vous allez avoir fait du scripting ou des choses comme ça, si vous ne respectez pas ces 3 commandements, vous allez vous faire diffracter, mais grave. Premier commandement. Pour chaque nouveau projet, tu créeras un nouveau repo Git. Deuxième commandement. Pour chaque nouvelle feature, tu créeras une nouvelle branche. On ne commit pas dans master. C'est pas bien. Troisième règle. Tu utiliseras des pull requests pour faire des merges dans master. Tu ne feras pas le truc à la sauvage. Tu demanderas l'avis de tes collègues. Et tu essaieras d'avoir une review sur ton code, ce sera encore mieux. Franchement, la plupart des mecs et des nanas qui viennent des filières réseau et systèmes, ils font pas ça. Je dis pas à tous, hein, attention. Mais il y en a quand même pas mal qui le font pas. Donc, si jamais vous voulez pas vous faire allumer par les devs, respectez ces 3 règles et déjà c'est bon, vous avez 80% du papier. Allez, on va parler de DevSecOps, vraiment maintenant. J'ai préféré vous montrer du DevSecOps orienté Python. Alors pourquoi Python? Parce que moi je fais du Python. Le Java je maîtrise pas très bien. Le Go je maîtrise pas très bien non plus. Et puis on va dire que si jamais vous êtes plutôt système réseau, cloud, le Python ça reste quand même un langage qui est assez simple d'abord et qui en plus vous permettra de faire un maximum de tâches d'automatisation. Surtout si vous utilisez Ansible par exemple, il faut savoir qu'Ansible est codé en Python. Bref, ça peut toujours être utile. Premier outil. Ce que je vais vous montrer, je l'ai vu peut-être dans 10% des boîtes. Hein. Donc, je vous invite à le faire. Claire. Il y en a qui connaissent Claire ou pas? Non. Alors, Claire, c'est un outil open source. Ah oui, tous les outils que je vais vous montrer, c'est que de l'open source.
parce qu'il y a un paquet de trucs propriétaires. Mais je considère que si jamais en open source il y a l'équivalent et puis ça marche bien, pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter à prendre une solution propriétaire? Donc, c'est un outil open source qui permet de faire des scans de vulnérabilité des conteneurs. Alors, déjà, ça doit vous faire tilt. Si jamais il y a un outil de scan de vulnérabilité de conteneurs, ça veut bien dire que les conteneurs ne sont pas sécurisés par défaut. Sinon, il n'y aurait pas d'outil de vulnérabilité de conteneurs. Avant de pousser une nouvelle image sur votre registre, par exemple sur Artifactory, faites un test intégré dans une pipeline. Vous pouvez aussi utiliser le template de GitLab qui s'appelle conteneurscanning.gitlab.yaml. Ça, c'est complexe, voilà. Et ça va vous donner un truc comme ça, en fait. Il dit il y a 176 vulnérabilités. Et il y en a 73 qui sont très graves. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire très grave? Faut voir. En fait, ici, il vous met le statut, donc ça veut dire c'est grave. Ensuite, il vous dit ici, voici le numéro du CVE associé à la faille de sécurité qui a été détectée. C'est pas parce qu'il y a une faille qu'elle va être exploitée, mais c'est une possibilité. Quel est le nom du package qui est associé à cette faille? C'est OpenSSL. Ouais, je pense que c'est une 1404. Et ensuite, là, il vous donne une description du truc. Et en général, il vous met le lien qui va avec pour que vous puissiez après aller vérifier et rectifier s'il y a besoin. Et ce que moi j'aime bien, c'est qu'il vous dit quelle est l'attaque potentielle qui peut être effectuée. Ici, c'est un déni de service. C'est un conteneur. On peut faire du déni de service sur un conteneur, c'est tout à fait possible. Donc, vous allez entendre souvent, je ne devrais pas dire ça, mais souvent ce sont des personnes qui ont un niveau hiérarchique assez élevé, un niveau technique assez bas, et qui ont tendance à vous énoncer des choses comme des vérités, parce qu'ils les ont lues dans un livre. Sauf qu'en vrai, ça c'est la vérité. Un conteneur c'est ultra faillible, mais genre vraiment ultra faillible. Et sous le prétexte que Docker est sécurisé, alors on fait tout à un peu, voilà. Sauf que la réalité est différente. Donc ça c'est un exemple que je vous ai mis, et je vous ai quand même replacé. Ouais. Si j'ai bien compris, il y a 3 conteneurs qui analysent le conteneur qu'on a créé en premise. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un conteneur qui charge le code, un conteneur qui charge la DB, un conteneur qui va s'occuper de scanner, et donc mon conteneur à moi qui va être scanné. Donc en fait, il y en a 4 au total. Donc je vous ai remis ici les idées reçues de Docker, qui sont fausses, évidemment. Donc maintenant que je vous ai montré que les images Docker sont vulnérables, que les conteneurs sont vulnérables, eh bien, il faut aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas juste rester là. Il y a un truc qui est rarement pris en compte par les scripteurs, surtout les scripteurs. Les devs sont un peu plus sensibilisés, mais les scripteurs ne le sont pas du tout. C'est les dépendances. Alors, messieurs, dames, les dépendances, c'est super. Quand vous faites des pip install, machin, c'est génial. Sauf qu'en fait, parfois, vous téléchargez des paquets, des dépendances, dont vous ne connaissez pas la provenance. C'est pas parce que vous faites pip install bidule que c'est sécurisé. Ok? Loin de là, très très loin de là. Il y a un paquet de dépendances qui sont faillibles. Moi, en Python, j'utilise Gemnasium. Attention, c'est des outils, c'est des propositions, je ne vous dis pas que c'est les meilleurs. Hein. Okay. C'est des outils que j'utilise moi parce que je les aime bien. Je les trouve sexy. Mais c'est pas forcément pour ça que ce sont les meilleurs. Et pourquoi j'aime bien Gemnasium? C'est parce qu'il a été acquis par GitLab, donc forcément ça marche bien avec GitLab. On va se mentir. Et c'est effectué pour faire un scanner des librairies qui sont dans le requirements.txt. Alors en fait, pour ceux qui ne font pas de Python, vous pouvez générer un fichier requirements associé à votre code qui contient la liste des librairies qu'il faut installer pour pouvoir exécuter votre code correctement. Donc, en gros, hein, je vous le fais en version courte. Avec les bonnes versions associées au package, etc. Donc, en fait, dans le requirements, vous avez toutes les dépendances externes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de dépendance interne. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, dépendance externe. Donc, librairie potentiellement faillible. Donc, avant de pousser votre code en production, on fait un test. Là, je vous ai mis aussi le truc de GitLab qui permet de le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai fait.
Je crois que j'ai mis une version de Paramico qui est un peu vieille. Paramico, c'est un truc qui permet de faire des connexions SSH entre autres. Et je crois que j'ai mis une version d'Ansible qui est un peu vieille aussi. Je crois. Donc, ici, on voit que grâce à Gymnasium, il a détecté que, voilà, Ansible, c'est bon. Donc, Ansible, il y a un problème au niveau des informations qui sont exposées par l'application, le script, tout ce que vous voulez. Ici, il a la même chose, là encore. Et en fait, vous avez à chaque fois les CVE qui sont associés. Donc, vous avez vu, c'est pas les mêmes CVE. Hein. Même si à la fois c'est des expositions d'informations, c'est pas les mêmes CVE. Donc, c'est pas les mêmes failles qu'il y a derrière. Et à la fin, il vous donne une liste, ce que je peux vous montrer dans la pipeline. Ici. Hop. Donc voilà, il vous donne toute la liste. Donc là, vous voyez, hein, il donne même les solutions en général. Upgradé en version 2.8.6. Alors, je ne sais pas quelle version vous utilisez, vous. Mais la version 2.8.6, elle fait quand même partie des récentes, mais c'est pas non plus la toute dernière qui est sortie. Et là, c'est pareil. Upgradé à la version machin. Donc ça veut dire que je suis en dessous de la 2.6.18. Je crois que je suis en 2.5. J'ai fait exprès. Et ne le faites pas, c'est pas bien. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je vous ai montré ce truc-là? Parce que là encore, c'est une expérience personnelle, professionnelle ou personnelle. En fait, il y avait des scripteurs fous dans une boîte où j'ai été, qui étaient bons, hein. Attention, ils étaient bons. Ils scriptaient plein de trucs, mais en fait, parfois, ils étaient... Enfin, on dit souvent, ça sert à rien de réinventer la roue, si ça existe déjà, pourquoi est-ce que tu ne réutilises pas ce qui existe? Ce qui est vrai en soi. Donc, résultat, ils faisaient des pipes install de je sais pas quoi, là. Ils installaient tout un tas de paquets de librairies qui n'étaient pas forcément super safe, et dans le lot, il y avait une librairie un peu douteuse qui a été installée à la main en plus, je crois, et qui contenait une backdoor à l'intérieur. Alors, si chez vous, c'est pas très grave, enfin, sauf si vous avez des trucs un peu privés, mais si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas votre propriété, dans un SI qui n'est pas votre propriété, et que vous exposez une backdoor sur un serveur qui est connecté directement sur Internet, eh bien, c'est un problème. Non. Donc, on n'utilise pas non plus de librairie on n'importe pas de librairie qu'on n'utilise pas, ça paraît évident, mais ça sert à rien d'importer des librairies si vous ne les utilisez pas. De toute façon, les limiteurs, ils vous diront que c'est pas bien. C'est ce que je viens après pour les limiteurs. Donc, là, je vous ai montré que les images Docker sont faillibles. Je vous ai montré que quand vous réalisez du code, en fonction des librairies que vous utilisez, il y a potentiellement des vulnérabilités. Maintenant, au niveau du code lui-même, il y a aussi des vulnérabilités. Pour Python, moi j'utilise Bandy. Là encore, c'est une proposition. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est vachement rapide comparativement à d'autres. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas vous faire un cours sur Bandy, mais en gros, ce qu'il fait, c'est que vous lui donnez un répertoire, il va analyser tous les fichiers de ce répertoire. Il va détecter s'il y a des fichiers de code à l'intérieur. Et à partir de là, il va créer ce qu'on appelle une AST, donc Abstract Syntax Tree. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, pour le coup, là, l'article est bien fait, ce qui n'est pas le cas de tous les articles de Wikipédia. Et à partir de l'arbre de syntaxe qu'il arrive à récupérer, il va analyser avec des plugins spécifiques tout cet arbre, comme ça, petit à petit, élément par élément. Et en fait, en faisant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de le faire en parallèle sur plusieurs éléments de l'arbre en même temps. Alors que la plupart des outils, ils font un peu, vous savez, voilà, ils regardent et puis de haut en bas comme ça jusqu'à trouver le problème ou des problèmes potentiels. Lui, il fait en parallèle, ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide. Et en plus, les plugins sont souvent mis à jour par pas mal de personnes de la communauté, ce qui est intéressant parce que résultat, on peut avoir des trucs assez classe. Je vous ai mis ici le site de Bandy. Évidemment, avant de faire ça, on fait toujours un test intégré dans une pipeline. Et alors voilà ce que ça donne, Bandy. Alors,
Bandit, ici, il me dit, c'est un extract, hein. Il me dit j'ai détecté 2 problèmes médiums. Donc ça veut dire que c'est des problèmes, mais c'est pas non plus ça qui va mettre en péril toute votre réussite. En fait, dans les fonctions que j'utilise avec Paramiko, c'est possible de faire de l'injection de code via l'appel Paramiko. Sur la pipeline, ça donne ça. Donc celui-là, il utilise Bandit, ce job. Donc là, il m'a sorti. Alors là, voilà, exemple typique. Alors c'est parfait parce que je l'ai rectifié hier dans la nuit là. Et donc c'est très bien parce qu'il m'a sorti des erreurs auxquelles je n'avais pas pensé initialement. Typiquement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé un submodule dans mon repo Git qui s'appelle C4. C4, c'est un submodule qui permet de faire du scan sur des confs Cisco. Okay, c'est un truc qui est porté par Cisco. Hein. Et en fait, quand on exécute Bandit dessus, qu'est-ce que ça nous sort? Ça nous dit, alors fais gaffe, parce que dans C4, ici, t'as pas de, au niveau du try except, c'est du Python, mais en gros, t'as pas la bonne écriture. Ensuite, ici, t'as la même chose, là encore, là t'as Paramiko qui déconne. Et en fait, tout à l'heure, j'avais 2 médiums, là j'ai 6 lots. C'est des vulnérabilités qui ont été détectées dans le code de C4, qui est porté par Cisco. Typiquement, c'est des submodules que j'ai importés pour pouvoir vous faire la démo. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On utilise des outils qu'on ne maîtrise pas forcément, comme là, nous c'est le cas, hein, je ne vais pas jeter la pierre à moi-même. Alors on est capable d'importer des failles de sécurité qu'on n'avait pas prévues initialement. Attention. Moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Je veux dire au niveau code. Donc, même si mon code il est à l'intérieur d'un conteneur et que mon conteneur est sécurisé, il peut être utilisé à des fins malveillantes, injection de code, comme là c'est le cas, déni de service, information leaking et plein d'autres choses. Donc, on essaye de lire la doc associée à chaque faille. Tout ça, je ne vous dis pas que quand vous développez un truc, il faut que ce soit exempt de toute faille. Il faut être capable de comprendre quelles sont ces failles, quelles sont ces vulnérabilités, si je suis vraiment exposé. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un problème? Donc, on lit la doc associée. Après, un autre détail, c'est pas vraiment du DevSecOps en soi, mais on n'est pas loin, c'est de la syntaxe de code. Alors, ça s'appelle des linters pour information. Les linters, c'est un peu genre le démon de tous les scripteurs qui ne sont pas développeurs à la base. Moi, par exemple. Donc, un linter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser votre code, il va analyser votre code, si on veut, et il va détecter s'il y a des erreurs de syntaxe à l'intérieur. Alors, quand je parle d'erreurs de syntaxe, votre code, il va marcher. Il va fonctionner. Il va y avoir le bon truc à la fin. Cependant, là où vous allez avoir un problème, c'est que si jamais votre code il est récupéré par quelqu'un d'autre, je sais pas, un collègue, un stagiaire, un alternant, un boss ou un auditeur de sécurité, par exemple, eh bien quand il va récupérer votre code, il ne va pas être capable de pouvoir le lire super bien. Les outils automatiques de gestion de la documentation ne vont pas marcher. Est-ce que vous avez oublié les docstrines? Et vous n'allez pas respecter une syntaxe classique. Et quand vous codez ça, bah, c'est un peu comme le mec qui écrit en SMS, quoi. C'est pas propre. Ça marche, on comprend, mais c'est pas propre. Et quand on fait des outils d'automatisation derrière, en plus, c'est une catastrophe. Donc, pour Python, moi, ce que j'utilise, vous avez la version gentille et la version pas gentille du tout. En fait, le Flake 8, c'est une version qui est assez soft. Il va vous passer un minimum de compte, il va vous les erreurs principales, mais ça va. Par contre, lui, il laisse rien passer. Mais alors rien, vous mettez un espace en trou, vous êtes mort. Il laisse rien passer. Donc, à moins de venir de 42 ou d'avoir fait Epitech, normalement, vous codez tous d'une manière différente. Ces outils-là, ils sont pas mal parce que même si vous gardez votre propre manière de coder, au moins vous codez propre. Vous avez une écriture différente. Par exemple, moi, j'ai une écriture différente de toi. Pourtant, on respecte la même syntaxe, on met des points, des virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation, à peu près au même endroit. Là, c'est un petit peu pareil.
Donc, votre code doit être réutilisable par vos collègues. Sinon, vous allez devenir le single point of failure. C'est-à-dire que quand vous allez partir, votre code il va mourir. Typiquement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la doc automatique. J'ai pas eu le temps de vous le mettre dans la presse, mais ça se fait bien. En gros, là, dans la pipeline, on rajoute un élément qui génère automatiquement la documentation de votre code, en fonction des commentaires que vous allez mettre et la façon dont vous allez mettre les commentaires, s'ils sont bien positionnés. Là, je vous ai mis la comparaison entre les deux. Vous savez, Flake 8, le gentil, et PyLint, le méchant. Flake 8, il y a quoi? Il y a 5 lignes, 6 lignes? 6 lignes. PyLint, je vous ai dit qu'il était plus méchant. En fait, la différence qui existe principale entre les deux, c'est que PyLint, si jamais vous écrivez des constantes sans majuscules, il vous allume. C'est ce qu'il fait là, vous voyez. Il vous dit là, non, c'est pas bien. Tu dois mettre des majuscules, c'est des constantes. Et là, en plus, il me dit, c'est sale, tu as fait plusieurs imports sur une même ligne. Là-haut, il l'a pas mis. Oui, on ne fait pas d'import sur plusieurs lignes, je sais, mais il était fatigué. Donc, là, c'est pareil. En fait, il dit, c'est sale, t'as bien un espace en trop ici, c'est pas bien. Là, il dit la même chose, t'as mis un espace. Là, t'as mis des lignes blanches. Tous ces trucs-là, en fait, déjà, ça consomme de la ressource pour rien, premièrement. Et deuxièmement, si jamais vous passez à un script automatique qui génère ta conf derrière, lui, il va rien comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va parser le truc, il attend un 2 points là. Sauf qu'il va avoir un espace, qui va pas comprendre que, en fait, l'espace n'est pas à rentrer dans le bon bref. Pour tout un tas de trucs, c'est important. Mais comme je vous l'ai dit, et que je suis sympa, j'ai aussi pensé aux ingé réseau. Typiquement, il y a un truc que j'utilise moi. Je vais vous montrer. Ça, je l'ai montré là. Le CLI, c'est bien, mais c'est sale. Et alors le problème, c'est que, en plus, c'est ce que je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai montré cette diapo, c'est que c'est un peu l'hôpital qui se fout des charités, parce que quand moi j'étais prof ici, que je faisais des cours de réseau, je faisais faire du CLI. Mais c'était il y a quelques années, et puis vous savez, voilà, les gens changent. Voilà. Donc, typiquement, on ne se connecte plus en ligne de commande sur les équipements pour taper de la conf à la main. Je sais que quasiment tout le monde là, le fait toujours. Mais c'est sale, il faut vraiment arrêter. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est pas bien? Parce que si jamais vous faites une boulette, ce qui est possible, franchement, moi ça a dû m'arriver au moins 10 fois de me couper la main tout seul comme un idiot parce que je me suis trompé. Et après, il faut aller dans le data center et tout. Bon, bref. Donc, plutôt que de vous retrouver en galère comme je l'ai été, là, il y en a, ils vont me dire, Jordan, t'inquiète, j'ai la technique de malade, j'utilise un notepad et je marque la conf dans le notepad et après je fais un copier-coller. Ça revient au même. Hein. En plus, le problème, c'est que si jamais vous vous trompez et qu'il faut faire un rollback, vous êtes mort. Sur Cisco iOS, il n'y a pas de rollback. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est fini. Vous êtes fini. Donc, maintenant, ce qu'on fait, première possibilité, DevOps. Le réseau DevOps, la première chose que vous devez vous dire, c'est SDN. Le SDN, c'est bien, mais c'est un problème. Pourquoi c'est un problème, le SDN? Parce que, vous savez, c'est comme IPv6. Non, c'est comme le monstre du Loch Ness. Enfin, j'ai trouvé la bonne image. C'est comme le monstre de Loch Ness. Tout le monde dit qu'il l'a vu, et personne ne sait, et personne n'est capable de le prouver. Le SDN, c'est un peu pareil. Tout le monde dit qu'il y en a partout, mais moi, je n'en ai jamais vu nulle part, en prod. Alors, vous allez forcément me trouver des contre-exemples. Chez moi, il y a... Ok, c'est super. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et normalement, c'est censé être le truc qui a révolutionné le monde du réseau, l'avènement du réseau depuis le SSH. Donc, franchement, le SDN, moi, j'y crois pas. C'est un avis personnel. Okay. Peut-être que dans 10 ans, ce sera différent. Avec les technologies qui vont évoluer, ce sera peut-être différent. Ok, certes. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas marcher. Un autre truc. La plus grande escroquerie de la Terre. Le Simple Network Management Protocol. Ils ont trouvé un truc tellement compliqué qu'ils se sont dit, pour ne pas faire peur aux gens, on va mettre Simple.
Franchement, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent un peu avec du SNMP, s'ils font du HDO ou des choses comme ça, ou alors qui vont coller des nids d'SNMP, enfin bref. C'est horrible le SNMP, franchement c'est immonde quoi. C'est vraiment, c'est super pas friendly, user friendly. Surtout qu'en plus, le SNMP, à la base, ça n'a pas du tout été conçu pour faire du monitoring. À la base, le SNMP, c'est pas prévu pour faire de la sup. Hein. C'est juste que c'était tellement galère de faire le premier truc qui était, enfin, la vraie raison de la conception des SNMP, qu'à la fin, ils se sont dit, bon, vas-y, on va faire du monitoring avec, ça ira. En fait, à la base, c'était censé être le Ansible des temps de l'époque. C'était censé faire du provisioning, ça. Vous pouviez pousser des configurations automatiquement sur des machines avec des SNMP. C'est possible à faire, hein, vous pouvez le faire. Mais alors, bonne chance. J'ai essayé, puis j'ai arrêté. C'est très très complexe. Très complexe et en plus c'est faillible sous bien des aspects. Parce que les MIB SNMP, déjà elles sont publiques. Là. Et en plus, lorsque vous allez vous connecter à certaines, comment dire, les communautés, si vous voulez, souvent c'est mal sécurisé. Le SNMP c'est la première porte d'entrée de bien des trucs. Bref. Donc, moi, ce que j'avais noté, c'est que le SNMP, il date de... Donc, il est dans le RFC 88-89, si ça vous intéresse. Et, à la question, est-ce que le SNMP va disparaître? La réponse est non. Ah, vous dites, il est bizarre. Vous allez nous dire que c'est horrible. Ouais, mais ça marche. Donc, résultat, en fait, on l'utilise toujours pour faire de la sup. Du monitoring, quoi. C'est pas forcément le plus efficace, mais ça marche. Aujourd'hui, dans les temps modernes, on n'utilise plus du SNMP pour faire du monitoring. Pourquoi? Parce que le monitoring, via SNMP, ça fonctionne en polling. Vous savez ce que c'est que le polling? C'est-à-dire, en gros, vous avez un serveur qui va aller appeler la machine pour lui demander « Hey, au fait, comment ça va ton interface ETH0 ?» Okay. Et si l'interface ETH0, elle tombe, le temps qu'il va lui reposer la question, vous ne le savez pas là. Premier problème. Deuxième problème, que j'avais noté, ah ouais, celui-là il est sale. C'est qu'en fait, SNMP il utilise de l'UDP. Vous savez, je vais vous faire un cours de réseau. En gros, l'UDP, il n'y a aucune certitude que le paquet que vous avez émis est bien arrivé à destination. Vous ne savez pas. Et en plus, si jamais il n'est pas arrivé à destination, il n'y a pas de retransmission. En tout cas, pas pour le SNMP. Après, vous avez des méthodes applicatives qui permettent de faire de la retransmission. Donc là, on rentre dans le détail. Donc, polling, UDP et le SNMP, en termes de consommation de ressources, on n'est pas mal. Hein. C'est gourmand comme je sais pas quoi. Véridique, là encore, vous allez tomber sur un jour des switch Nortel. Les 5510 pour tout vous dire. Les 5510, c'est des switch Nortel qui sont utilisés dans la plupart des FAI. Les genre Orange, Bouygues. Et dans les gros data centers, je crois que chez OVH, il y en a quelques-uns. Et alors le problème, c'est que c'est un vieux truc, ça marche, hein, c'est vieux. Et lorsque vous faites un show running config sur votre Nortel avec du SNMP, c'est possible, hein, vous avez à peu près une chance sur 10 que le switch reboot. Pourquoi? Parce que quand vous faites un show running config avec SNMP, ça consomme 100% des ressources de la machine. Et donc, il dit non, vas-y, salut, je m'en vais, je reviens plus tard. Donc, problème de SNMP. Mais, le nouveau service de monitoring, qui est vraiment pas mal, s'appelle télémétrie. Il y en a qui ont déjà entendu parler de télémétrie? Personne? Alors, télémétrie, c'est un truc... Alors, en fait, le problème, c'est que télémétrie, c'est un truc qui a été poussé par Cisco. Et le souci, c'est que dès qu'il y a un truc qui est poussé par Cisco, en général, les gens, ils disent non, 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 je ne veux pas. C'est Cisco, c'est le mal. Mais franchement, Cisco, ils font pas mal de trucs. Et surtout, ils participent beaucoup à des logiciels et des scripts open source. Donc, ils mettent de l'argent pour l'open source. D'accord, hein, voilà, mais c'est mieux que rien. Et alors, ils ont créé un système qui s'appelle télémétrie, et c'est du monitoring par streaming en temps réel. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a du streaming depuis l'équipement, et dès qu'il se passe un truc, ils balancent des informations. Alors, ils balancent pas les informations en broadcast, hein, de temps.
mais il balance des informations sur une machine qui est censée récupérer des informations par télémétrie. Et c'est du TCP. Ce qui fait qu'en gros, eh bien, si jamais la data n'est pas arrivée à destination, elle est retransmise. L'autre truc, c'est que ça consomme pratiquement rien en ressources, mais ça n'est disponible que sur les nouveaux équipements. Donc Nortel, SNMP, il n'y a pas le choix. Donc, côté réseau, comment est-ce que le DevOps et le DevSecOps va changer les métiers du réseau? Par le SDN, peut-être dans 10 ans, mais pas tout de suite. Et l'autre manière de faire, c'est celle-là. Vous avez Alice. Alice, elle est ingé administrateur réseau. Alice, elle va aller écrire son fichier de conf. En fait, elle va plutôt modifier le fichier de conf initial. D'accord? Par exemple, pour ajouter un nouveau VLAN sur une interface. Un exemple. Elle va pousser son fichier de conf sur GitLab. GitLab va exécuter un certain nombre de jobs dessus, dont un que je vais vous montrer. Une fois qu'il a validé l'ensemble des trucs, par exemple, la syntaxe elle est bonne, c'est quand même mieux, qu'il n'y a pas d'erreur de sécurité à l'intérieur du fichier, que la machine distante sur laquelle la conf doit être poussée est bien joignable, qu'elle a bien du SSH qui est disponible, parce que vous savez qu'il y a des équipements réseau qui sont joignables qu'avec Telnet, etc., etc. On balance ça dans le runner GitLab, c'est un conteneur, grosso modo. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'avec Ansible, ouais, j'ai que des trucs open source. Avec Ansible, même si ça a été racheté par Red Hat, je sais, ça m'a fait mal aussi, eh bien, il va pousser la configuration sur les équipements concernés. Okay. Alors là, je sais pas, les VLAN, c'est des routeurs, mais on peut bien parler par exemple d'un neighboring OSPF, ou d'un neighboring BGP, ou alors d'un VPN IPsec sur du MPLS. Enfin, vous pouvez imaginer à peu près tout ce que vous voulez. Donc, vous avez cette conf qui est poussée sur les équipements réseau, et les équipements réseau ont automatiquement la télémétrie d'activer via ce fichier de conf, envoyé au service de télémétrie, et Alice, elle récupère en temps réel les informations de télémétrie. Elle se dit, tiens, la conf que j'ai poussée, elle fonctionne, elle a le bon effet, il n'y a pas d'incident sur la production. C'est quand même pas mal quand on met une nouvelle conf. Donc, dernier petit outil DevOps et DevSecOps, c'est Terraform. Alors, Terraform, c'est un outil qui est utilisé par des très très gros, la plupart des acteurs du cloud en fait. Et Terraform, c'est un outil qui est écrit en Go. Et le Go, c'est en train de révolutionner le monde, paraît-il. Qui a été créé en 2014, donc c'est récent, hein, ça fait 5 ans qu'il existe. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe le prestataire de cloud que vous avez derrière, si c'est de l'OpenStack, si c'est de l'AWS, de l'Azure, du GCP, du Cloud Foundry, bon, c'est tout ce que j'ai vu sur ça, eh bien, il va pouvoir pousser automatiquement la création d'un certain nombre de machines réseau. Switch, routeur, firewall, load balancer. Et alors, pourquoi cet outil il est super fort, mais genre vraiment super fort? C'est qu'en fait, il est capable de détecter le différentiel qu'il existe entre votre état souhaité et l'état actuel du cloud. Exemple, si dans mon fichier de conf de Terraform, je lui dis que je veux 18 machines, dont 5 switches, 5 routeurs, 5 firewalls et 3 load balancers, eh bien, si jamais il détecte que déjà, il y a déjà 10 switches qui existent, il ne va pas créer les 5 switches que je lui ai demandé. Au final, il va créer que 13 machines. Ça, c'est super puissant. Pourquoi c'est super puissant? Parce que, par exemple, des grosses boîtes comme Scalingo, qui est quand même assez gros, quoi, qui font de l'hébergement, eux, ils utilisent Terraform à 100%, ils sont passés de équipement physique à tout sur le cloud avec Terraform, et ils ont été capables de répliquer entièrement leur infrastructure, qui n'est pas l'infrastructure de la PME du coin, en une nuit. Une simple nuit pour refaire toute l'infra. Et je crois que je ne sais plus combien il y avait, mais ça se compte en plusieurs milliers, dizaines de milliers, hein, c'est énorme. Donc, une action qui à la base leur prenait des mois, avec 10 ingés à temps plein,
leur prend aujourd'hui une nuit avec un opérateur qui clique sur un bouton. Pour terminer, voici le tableau périodique des outils DevOps. Donc si le DevOps ça vous intéresse, je vous invite à regarder ce tableau-là. Parce qu'en fait, alors attention, il n'est pas complet, hein, il y a des trucs qui manquent. Mais forcément, c'est Xebia Labs qui fait ça. Donc évidemment, ils ont tendance à montrer leurs produits en priorité, hein, c'est logique. Ici, vous avez tous les outils de cloud, les outils de conteneurs ici. Là, de déploiement, ici de configuration, là de testing. JUnit, c'est pour le Java, c'est pas mal. Et là, vous avez tous les outils aussi de gestion de projet, donc globalement, Trello et Jira. Et Slack, à mon avis, je vais utiliser Slack.